Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être là. Nous sommes le 29 novembre 2024. Tout va bien. Il y a un petit soleil sur l'église qui est en face de chez moi, en banlieue parisienne, mais il fait froid. C'est la 11e édition de la Journée mondiale des sols qui, comme son nom ne l'indique pas, est une quasi-semaine. On va donc l'appeler la Semaine des sols. C'est donc la 11e édition. Et la FEST, l'Association française d'études pour le sol, l'organise depuis quelques années. Je ne sais plus depuis quand d'ailleurs. Et cette année, l'organisation est faite en commun entre la FES, le réseau Ernest, le RMT et le GIS Sol. Le thème de cette année, pas simple au premier abord, hein, les données et informations sur les sols. Les sols sont devenus ou sont en train de devenir, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que ça l'est quand même un acteur social, en tout cas un élément majeur de discussion, notamment hein, dans le monde agricole, dans le monde de l'aménagement du territoire. Le sol, voilà, le sol, son rapport avec l'eau, son rapport avec la biodiversité, son rapport avec le carbone, tout ceci mérite d'être mesuré, d'être normé, d'être référencé. Et puis les données que l'on recueille sur les sols méritent elles aussi d'être rendues publiques, mais de quelle façon et qu'est-ce que l'on fait des données, comment on les utilise? Ben, finalement, c'est le cœur du réacteur que l'on va aborder jusqu'au 5 décembre en Normandie, entre Caen et Rouen, notamment pour les débats du 4 et du 5 décembre. Ça se passe à la fois, alors ici depuis mon bureau, en Normandie, je vous l'ai dit, et puis sur le terrain. Cette année, il y a l'organisation d'une tournée de terrain avec 10 fosses pédologiques qui ont été creusées en Normandie pour permettre de sensibiliser, pour tenter déjà de sensibiliser tous les publics aux enjeux des sols et à leur préservation. Il y a un lien très fort qui sera bien montré avec le réseau Sciences et Recherches Participatives sur les sols, qui est animé par l'Association française d'études du sol. J'en ai marre de faire la petite blague sur la fesse. Donc maintenant, je déroule l'acronyme. Ce réseau qui met en avant le rôle, comment dirais-je, citoyen, républicain, presque démocratique dans l'acquisition des données, faire circuler l'information, faire participer ensemble chercheurs, agriculteurs, grand public à l'acquisition des données. Il y a un contexte européen également, sachez-le, mesdames, messieurs, si vous ne le savez déjà, avec ce projet, bah, c'est plus qu'un projet, car on arrive presque à l'aboutissement de directives cadres sur les sols. Hein. C'était une tarte à la crème, une arlésienne depuis 20 ans, et eh bien, ça nous arrive dessus. Alors certains, certaines pensent que ça n'arrivera jamais, mais si. Il y a un contexte réglementaire, hein. Il y a eu un projet de loi de la sénatrice Bonnefoy, il y a eu un article 9, mesdames, messieurs, consacré à la qualité des sols et aux indicateurs afférents dans le projet de loi agricole du début d'année, qui a été, article 9, qui a été un peu réécrit, on va dire. Cette année également, il y aura une inauguration de la version jeune de la fresque du sol à l'école Hubert Reeves de Louvigny dans le Calvados lors de ces JMS. Et puis, je me permets de vous indiquer l'existence du centre de ressources documentaires de la FES. Vous trouverez tout cela sur le site de la Journée mondiale des sols et de l'Association française d'études du sol, laquelle, je ne vous le cache pas, est une association qui a besoin donc de vos soutiens, qui a besoin d'adhésion. Il y a déjà plus de 400 adhérents en cette fin d'année 2024. Et Sophie Raous, l'indispensable directrice de cette association, espère doubler, oui mesdames, messieurs, doubler le nombre d'adhérents à la fin de l'année prochaine. Il faut exercer le vœu de Sophie Raous. Les co-organisateurs, je vous les rappelle, la FES, le GISOL, le Ernest et le RMT. Beaucoup de soutien technique et de financier. Vous verrez tout ça. Ils sont très nombreux, il y en a une dizaine. Je ne vais pas tous vous les citer. D'ailleurs, je ne vous les cite pas parce que sinon j'en ai pour 2 minutes. Vous verrez leur logo sur le site des JMS et le site de la FES. 4 webinaires aujourd'hui, 4 webinaires d'1h30, ce qui veut dire pour moi 6 heures de débat dans les oreilles et devant les yeux avec 2 grosses lampes en pleine poire, mais j'ai ma gourde d'1,5 litre à côté de moi. Ça devrait donc bien se passer. 4 débats sur les sols. On va essayer de pas trop se marcher sur les pieds parce qu'on va aborder la même chose, les données, et on va surtout aborder l'intérêt et les méthodes d'acquisition des données. Dans ce premier webinaire, je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs,
Marlène Minoreno, Muriel Gozal, Claire Chenu et Julien Fiquepron. Est-ce que vous êtes toutes et tous là? Oui, je vois les lumières qui s'allument. Vous pouvez mettre en marche vos micros, Sophie Raus, restant en backup, en backstage, au cas où je dirais une connerie ou j'oublierais de poser une question. Elle est là, je la vois, même si elle s'est rendue invisible en coupant sa caméra et Jacques Thomas est à la technique derrière. Merci à vous. Marlène Minoreno, vous êtes responsable de projet environnemental sur la planification urbaine à la métropole de Rouen en Normandie. Muriel Gozal, normalement, vous êtes là, Muriel, j'espère. Vous êtes directrice de la Fédération nationale de la SAFER, des SAFER, pardon. Julien Fiquepron, vous êtes ingénieur eau et forêt, sol, renouvellement des peuplements au CNPF Île-de-France. Alors le CNPF, pour les gens qui ont mon âge, ce n'est pas la Confédération nationale du patronat français, hein, c'est la propriété forestière privée. Et Claire Chenu, Et l'Île-de-France, notre grand témoin en tant que grande dame des sols, directrice de recherche et à l'INRAE, pardon, et professeur, excusez-moi, à Gros Paritech, j'ai oublié de vous dire que j'avais une crève carabinée. Claire, bon, on va peut-être démarrer par vous. Il y a un contexte hein, quand même qui n'existait pas il y a quelques années. On parle des sols, y compris sur les plateaux télé, ce qui est miraculeux. On parle des sols. Des hommes et des femmes politiques parlent des sols, ce projet de directive cadre, j'en ai parlé, il y a la loi ZAN, mine de rien, qui a donné une importance ou un rôle politique au sol. Est-ce que c'est bon? On ne reviendra pas en arrière. Est-ce que le sol fait enfin partie de la discussion, si ce n'est citoyenne, du moins politique? je pense, j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Je ne pense pas. Je trouve que les sols émergent depuis quelques années vraiment dans le débat public. Mhm. Effectivement, l'OASAN, projet directif cadre sur les sols, la proposition de Madame Bonnefoy, la loi de la restauration de la nature, le carbon farming qui se développe beaucoup plutôt dans le secteur privé, mais qui quand même mobilise les sols. Donc, je trouve que le sol émerge dans le débat politique. C'est un objet du débat politique. Et puis, j'ai l'impression aussi que le sol émerge dans la sphère citoyenne. Et peut-être, je me disais là, pendant que tu développais ça, peut-être surtout finalement dans les milieux urbains. J'ai Ah l'impression oui, qu'on a un peu découvert que les sols, enfin, en tout cas les citoyens en ville ont un peu découvert il y avait des sols dans les villes et c'est perçu peut-être comme ben voilà, un petit peu de nature dans les sols. Et donc non, moi je trouve que globalement c'est très positif et ben, il faut qu'on continue à sensibiliser à l'importance des sols et puis essayer d'avoir des lois adéquates. d'accord. Et est-ce que ces lois doivent comporter ou doivent comporter, doivent signifier le type de données et comment on doit récupérer ces données sur les sols? Est-ce que ça doit aller jusque-là? Alors, ça dépend des lois, hein, dans le degré de précision. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, il faut Eh oui. décrire les sols. Et quand je dis décrire, ce n'est pas forcément simplement des photographies, des observations, hein, c'est avoir des informations sur les sols. Donc, pour moi, tous les dispositifs réglementaires, toutes les lois comportent forcément quelque chose sur l'état des sols, donc l'information sur les sols, que ce soit leur potentialité. Donc là, moi, j'utilise le terme de qualité, hein, la capacité à rendre Mhm. à fonctionner et à rendre des services écosystémiques, ou leur santé, c'est leur état actuel de fourniture de services. Donc oui, pour moi, c'est assez indissociable de D'accord. dispositifs. Il est 9h15, vous êtes parmi nous. Merci. Pourquoi acquérir les données sur les sols? C'est le premier webinaire de cette journée. Webinaire qui fait partie, enfin, qui est un hors-série de C'est dans le sol, ce webinaire créé par la coopérative Rhizobium un peu avant le confinement que j'ai le bonheur d'animer depuis. Donc, ça doit être le 37e ou 38e numéro. Ce premier webinaire des JMS 2024, Marlène Minoreno, Claire Chenu vient de l'aborder, ce serait dans le milieu urbain que l'idée que les sols sont autre chose qu'une surface plane à valoriser, à émerger. Et vous en particulier, en fait, vous avez même été embauché pour vous occuper des sols finalement à la métropole. Alors pas que, bonjour à tous. J'ai été recrutée notamment pour intégrer l'ensemble des politiques environnementales dans nos documents de planification, qui sont le SCOT, le schéma de cohérence Mmh. territoriale, et le PLUI,
le plan local d'urbanisme intercommunal, puisque la métropole, qui comprend 71 communes, a sur son même périmètre ces deux documents de planification. Et effectivement, au cœur de ces gros réacteurs, parce que ce sont de gros documents de planification, également pour le PCAET, que l'on porte aussi, la place des sols est de plus en plus prégnante dans les réflexions de nos élus. Et comme le disait Madame Chenu, je le confirme, hein, même si effectivement la législation est en mouvance et que le gouvernement étudie des évolutions sur la loi, notamment climat résilience, les sols sont vraiment au cœur des débats et même, je dirais même avant la loi climat résilience, puisqu'on était déjà en tout cas de notre côté, dans des réflexions sur la réduction de la consommation foncière. Et donc, les sols et les questions sur les sols commencent à se poser. Mais c'est vraiment grâce à la loi climat résilience où on a pu cranter et faire prendre conscience aux élus, en tout cas instaurer le débat sur le fait que les sols devenaient cette fois-ci une ressource et non plus un support seulement d'aménagement, et que cette ressource, vraiment, elle était limitée. Et donc, qu'il fallait en prendre soin et qu'elle permettait de nombreux services pour la population. Alors, pas forcément qu'en milieu urbain. Nous, on a à la fois Mhm. du milieu urbain et du milieu rural. Et de plus en plus, les élus en discutent. Et j'ai envie de dire, ça émaille un peu toutes les conversations qu'on peut avoir actuellement sur les révisions de nos documents de planification dans Ah ouais. d'autres politiques publiques. D'accord. Vous parlez de la loi climat et résilience, en quoi elle vous a incité, elle a incité les élus à prendre en compte les sols pour ceux qu'ils sont? Alors, ça leur a permis, je pense, de cranter encore plus leur réflexion et leur ambition. Mhm. Nous, à la métropole Rouen-Normandie, nos élus métropolitains avaient une ambition de développer une politique de transition sociale et écologique. Et Mhm. notamment, leur objectif principal était de pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. D'accord. Et la loi climat résilience a donné vraiment un fort écho à leur réflexion. Et quand ils ont élaboré plus finement leurs ambitions avec nous dans le cadre de la révision de nos documents de planification, la loi ZAN, enfin la loi climat résilience, mais la Mhm. trajectoire ZAN, Mhm. leur a permis vraiment de se dire c'est un tremplin et il faut prendre ces dispositions non pas comme une contrainte, mais comme une force sur laquelle nous allons construire nos prochains documents de planification. Bon, on y reviendra, mais ça, c'est un discours politique, pour le coup. C'est une force, etc. Sauf que les politiques, on l'a bien vu au Sénat, hein, n'ont cessé de déshabiller, n'ont cessé de déshabiller la Loisanne. Et apparemment, Michel Barnier, actuel Premier ministre, pour combien de temps, on ne sait pas, peut-être jusqu'à lundi soir, a dit qu'il écouterait religieusement ce qui a été dit, voilà, ce qui se dit, pardon, au Sénat. Vous craignez pas, pour le coup, un retour de bâton politique des élus qui lâchent la rampe parce que le ZAN aurait été vidé de sa substance. Alors, c'est toujours une crainte hein, pour les collectivités, pour les agents de collectivité, qui, je dois dire, nous avons tous travaillé, hein, Mhm. tous mes collègues d'autres, dans les autres territoires se sont tous mis en marche hein, pour le ZAN, parce que dans la loi climat résilience, nous avons des délais, il faut quand même le préciser, pour réviser nos documents de planification et se mettre à les respecter. Nous avons le SRADET Normandie qui a Ouais. été approuvé et qui Mhm. nous donne aussi des obligations. Les SCOT doivent effectivement être compatibles avec notre SRADET. Donc, effectivement, nous, on a des calendriers très contraints. Tout a été expliqué à nos élus communaux qui participent en étroite collaboration avec nos élus métropolitains à la définition de ces objectifs. Alors effectivement, c'est dans les cœurs des discussions, mais pour le moment, très honnêtement, nous ne voyons pas infléchir cette tendance-là et notre projet de territoire qui se dessine met en avant que nous devons prendre avant tout en compte nos ressources naturelles pour envisager le développement de notre territoire et pas l'inverse. Parce que nous savons que le changement climatique est là, et que même si effectivement on va devoir faire des choix et des choix politiques, on ne peut pas non plus se voiler la face. Et qu'à un moment D'accord. donné, nous devons malgré tout avancer, quelles que soient les évolutions que l'on va avoir par ailleurs. Et c'est des discussions qu'on a eues encore pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et dans le monde agricole, chère Muriel, directrice générale de la FN Safer, est-ce qu'un jour le prix de vente des terres sera adossé à des critères de qualité objective des sols? Voilà, ça aussi, c'est une arlésienne qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ça va arriver? Est-ce que le monde agricole, est-ce que la SAFER
Enfin, comment la SAFER voit justement cette irruption du sol dans la discussion publique, cette idée que ben, le sol, oui, serait qualifié autrement que par un seul prix de vente, mais aussi par, ben voilà, par des données physico-chimiques, par des données biologiques. Muriel, vous êtes là, je ne vous vois pas en fait, je suis très inquiet. Alors moi, je vous vois, je vous entends tous. Est-ce que vous me Ah! voyez et m'entendez? Ah oui, Moi, oui, je je vois vous vois très Muriel. bien. Bon, mais je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je suis dans des conditions techniques qui ne sont pas optimales. Nous tenions notre congrès annuel des SAFER hier, mais je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, avant de parler du prix du sol Ouais, et peut-être rappeler que les SAFER, c'est effectivement des merci. opérateurs du foncier avant tout. Alors, c'est vrai qu'on a longtemps pensé le foncier sans forcément exprimer le sol, mais c'est forcément au cœur de nos métiers puisque euh, 80 ou 90% de notre activité, c'est effectivement de l'agriculture, même si nous appliquons toutes les politiques publiques, et que pour un agriculteur, la qualité du sol, elle est prégnante. Alors, effectivement, sur cette appréhension de la qualité du sol, il y a beaucoup d'évolutions. On essaye de les suivre, de les suivre du mieux possible, et on est très intéressé, du coup, à être parmi vous aujourd'hui et globalement à travailler là-dessus. Euh, la première chose, c'est déjà que, et ça depuis bientôt 60 ans, on s'est rendu compte que déjà un sol, à partir du moment où il était artificialisé, pardon, il perdait toutes ses qualités. Et là, déjà, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, et notamment Marlène, la lutte contre l'artificialisation, c'est déjà la mère des batailles, le premier des combats. Et on est très, très inquiet de ce qui est en train de se profiler. Autant le ZAN était vraiment un geste qui était intéressant et positif. Autant, alors je ne sais pas si vous avez cette information-là, mais nous, on voyait une baisse très significative de l'artificialisation et du marché de l'artificialisation. Qu'est-ce qu'on observe? Pour vous Mhm. donner une idée, on était sur 30 000 hectares il y a une dizaine d'années, on était stabilisé autour de 20 000 ces dernières années. L'année dernière, excellente surprise, 13 000 hectares. Cette année, on envisage un atterrissage à 10 000 hectares. On parle du marché de l'urbanisation, c'est Ouais. pas ce qui est effectivement artificialisé, mais c'est quand même quelque chose de significatif. Si ça doit repartir à la hausse, c'est vraiment dommage parce que ce qu'on observait jusqu'à présent, c'est que toutes les politiques publiques n'avaient pas d'effet. La seule chose qui avait un effet, c'était la conjoncture économique. Et là, pour la première fois, une politique publique commençait à porter des Mhm. fruits. Donc, effectivement, l'artificialisation, vous me direz, c'est pas suffisant. Et effectivement, dans les sols non artificialisés, il y a beaucoup de différences. Nous, on est forcément sensible aux valeurs agronomiques des sols. Mhm. Et vous me taquiniez, Frédéric, sur le prix directement. Bien sûr que la qualité du sol impacte le prix. Bien entendu que les qualités agronomiques sont prises en compte. Vous le savez peut-être pas, mais dans le statut du fermage, il y a des états des lieux qui sont faits et un agriculteur qui va avoir dégradé la qualité agronomique de son sol, eh ben, va avoir des sanctions. Et à l'inverse, un agriculteur qui l'aura amélioré, parce qu'il aura régulièrement amendé, etc., lui va être valorisé et il y a une valeur pour cette gestion durable du sol. Alors une fois que Mais je vous ai comment le dit ça, mesure, cher Muriel, comment le mesure cet état agronomique, parlons données, justement, c'est le thème hein, de ce webinaire. Comment la mesure cette qualité agronomique? alors, vous me piégez, Frédéric, je ne suis pas suffisamment Bon, pointue alors là-dessus, mais oubliez cette ce sont des question. mesures agronomiques basiques. C'est par exemple l'azote, c'est par exemple le carbone organique. OK. Il y a probablement d'autres choses, je ne suis pas claire si vous êtes peut-être plus experte que moi là-dessus, mais ce sont les analyses agronomiques très classiques qui permettent en fait de savoir à quel type de sol on va avoir et comment on va pouvoir l'utiliser, notamment en agriculture. C'est malheureusement pas, alors malheureusement, ou pas parce qu'il y a un enjeu de coût, mais c'est effectivement pas aujourd'hui la biodiversité ou des mesures très très fines sur les qualités. De vie du sol. En tout cas, vous défendez cette idée que, enfin, vous défendez parce que ça a toujours existé chez vous en tout cas, qu'un sol, voilà, n'a pas de valeur que celle qu'on lui attribue lors d'un échange, mais qu'il a une valeur intrinsèque. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la connaissance de cette valeur et intégrer des indicateurs tels que défendus par Claire Chenu, des indicateurs physico-chimiques, plus approfondis, des indicateurs biologiques? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'analyse des sols avant une vente? Alors, là-dessus, nous, on est très réservé pour des aspects très pragmatiques, en fait, Ouais. de coût et d'utilité. C'est-à-dire que on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas fait le tour de ce qu'était la valeur du sol. Et on est tout à fait conscient que demain, c'est quelque chose qui devra être pris en compte. Sauf que la question, c'est pour qui, pourquoi?
Mhm. Si on parle d'une vente qui va se réaliser en faveur d'un agriculteur, lui, il a effectivement intérêt à avoir une bonne connaissance de la qualité agronomique du sol. Il a intérêt à savoir, du coup, quelle va être demain sa pratique. Il aurait intérêt peut-être demain à pouvoir comprendre comment telle ou telle pratique va pouvoir améliorer son sol ou au contraire le dégrader. Mais il faut que tout ça, ça reste dans de l'opérationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas un outil clé en main qui va dire à un agriculteur, attention, voilà ce qu'est ton sol, et voilà quelle pratique tu dois éviter ou quelle pratique tu dois au contraire renforcer si tu veux l'améliorer en termes de vie du sol, etc. On a des grandes lignes, hein, on sait, l'INRA sait, mais on n'a pas cet outil très opérationnel qui va aider l'agriculteur. Donc, tant qu'on n'a pas ça, c'est quand même difficile de dépenser des sommes importantes pour qualifier un sol que derrière, on ne va pas forcément savoir gérer, optimiser, améliorer. On parlera du coup à un moment, mais rappelez-nous quel est le prix de vente moyen d'un hectare de terre en France? On est autour de 6 000 euros. Ouais. Et par rapport à l'étranger, par rapport à nos voisins, on n'est pas très cher, hein, je crois. Non, on est plutôt pas très cher. Alors après, il faut mesurer que dans le sol, pardon, dans le sol, dans le foncier, il y a deux valeurs. Il y a une valeur patrimoniale et il y a une valeur économique. Aujourd'hui, on est quand même au-dessus de la valeur économique. Et donc, pour installer un agriculteur, il y a un investissement qui est extrêmement important s'il doit acquérir son foncier et auquel il ne va pas avoir de retour d'investissement en termes d'activité économique avant sa sortie de l'agriculture. En agriculture, on est riche deux fois. Quand on s'installe juste avant d'acheter le foncier et quand on s'en va. Donc, il faut quand même mesurer que même si on a un foncier qui est aujourd'hui pas cher, il a malgré tout une valeur patrimoniale et qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Julien Fiquepron, où en est-on dans la propriété foncière forestière privée? Les sols, c'est un sujet récent dans le monde de la forêt. Ah, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au sol, puis peut-être juste avant, il y Non, mais avait... tout le monde dit ça, hein, on s'intéresse au sol depuis que tout le monde fait semblant de s'y intéresser. On s'y intéresse vraiment depuis longtemps? Oui, 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 et puis il y avait juste un double piège dans notre acronyme. Alors, vous avez brillamment relevé le premier sur le CNPF, qui est bien le Centre national de la propriété forestière. Et par contre, pour l'IDF, c'est pas une mention régionale, c'est l'Institut pour le développement forestier, qui est le D'accord, service effectivement, je savais que j'avais dit recherche et une connerie. développement du CNPF, qui Alors produit allez-y, pardon. de magnifiques formations que je vous invite à suivre. Et donc, oui, les sols en forêt, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse, euh, notamment pour tout ce qui est description des stations forestières. Donc, les stations forestières, c'est une portion de Mhm. territoire où les conditions sont homogènes. Et donc, dans ces conditions-là, il y a le sol. Donc là, ça fait longtemps qu'on s'investit sur ces questions-là. Mais on va dire que les questions de sol prennent un relief un petit peu plus important ces dernières années face au changement climatique, parce que dans certains secteurs, on pouvait compter énormément sur des précipitations excédentaires qui allaient limiter les stress, même sur des sols très superficiels. Et maintenant, on voit que sur voilà, des secteurs qui auparavant euh, supportait très facilement des productions importantes, même sur des sols superficiels. Là, ça commence à décrocher, par exemple sur les sommets du Jura, où historiquement, il n'y avait pas trop de soucis de dépérissement. Et là, on voit que dans certains points, ça décroche. Et donc, un gros intérêt à faire attention à ce qu'on a sous les pieds pour prévoir ce qu'on peut faire en forêt, sachant que C'est-à-dire la fonction rétention d'eau du sol devient encore plus importante qu'elle ne l'était avant, c'est ça? oui, alors, nous, ce qu'on cherche, c'est à qualifier le RU, le réservoir en eau Ouais. utilisable, c'est-à-dire c'est la taille du réservoir, combien d'eau on peut mettre dans le sol qui va être accessible pour la végétation. Après, la question de son niveau de remplissage, ça, c'est une autre question. Mais déjà, oui, s'intéresser à la taille du réservoir qu'on a sous nos pieds en forêt, ça, c'est pour nous un enjeu important. Et sachant qu'on a une vision très, très lacunaire de ce réservoir. euh, Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'études systématiques? Parce que le réservoir, c'est un objet en trois dimensions. Ouais. Et nous, déjà, on ne le voit pas en surface. Et Mhm. quand on essaie de l'appréhender,
on a soit une vision qui va être on va dire un rail vertical, ça va être le sondage à la tarière, Mhm. où on va observer le premier mètre de profondeur. Et puis l'autre solution qu'on peut mettre en œuvre d'une manière un peu plus lourde, donc on ne peut pas le faire souvent, c'est ouvrir des fosses. Donc là Mhm. maintenant, on va avoir une vision en 2 dimensions Mhm. et plus profonde que le sondage tarière. Et ça, on peut le faire d'une manière assez ponctuelle sur nos parcelles. Et donc, Pourquoi? Parce que ça prend du temps, il faut l'autorisation du proprio parce que ça coûte cher. ah bah, le propriétaire, lui, ça va être le premier intéressé pour avoir une description fine de son sol. Donc, Vraiment? Même un ah petit propriétaire qui vient juste d'hériter du petit bois de sa grand-mère, il va avoir envie de faire des... ah bah, si on lui ouvre une fosse, qu'on lui décrit et qu'on lui dit quelles sont les potentialités de son sol, il va être normalement le plus heureux des hommes. Après, ce qui est Il faut le compliqué, dire. c'est d'amener une pelle et d'amener quelqu'un qui soit compétent pour la décrire d'une manière satisfaisante. Mhm. Est-ce que les sols sont étudiés avant tout travail en forêt? Vous savez, la polémique hein, sur le poids des engins, etc. Où est-ce qu'on les fait passer? Ça détruit le sol. Le tassement, c'est pas bon pour les sols forestiers. Est-ce qu'il y a une étude avant l'idée de faire passer un engin ou pas? Alors, il y a pas d'études systématiques avant chaque chantier forestier. Euh, le moment où enfin, où l'étude du sol est la plus cruciale, c'est en amont des projets de renouvellement. Donc, D'accord. avant de C'est-à-dire faire avant une coupe. alors, une coupe n'induit pas forcément du renouvellement. On peut faire une coupe Ok, d'éclaircie d'accord. où on va enlever 20% du volume de la parcelle. Il n'y a pas Ok. forcément un renouvellement. C'est avant une coupe de renouvellement, donc avant d'engager une régénération naturelle ou avant d'engager une plantation. Là, ça vaut vraiment le coup de faire un état des lieux des potentialités de la parcelle au niveau du sol, donc qualifier les contraintes au niveau éléments grossiers, au niveau engorgement, euh, au niveau fertilité chimique. Donc, c'est à ce moment-là où on fait le plus souvent euh, un diagnostic de sol. Mesdames, Messieurs, vous êtes un peu plus de 70 et c'est très bien. Ça monte gentiment depuis 9 heures. Si vous voulez poser des questions, vous allez sur Q et R, hein, pas sur le chat. Claire, on a l'impression, pour répondre à la question pourquoi acquérir les données sur les sols, il faut que le sol ait un intérêt. Il faut que l'étude de sol réponde à un besoin pour établir une fonctionnalité. C'est ça, il faut qu'il y ait un but derrière pour acquérir des données sur les sols. Il faut qu'on sache déjà ce que l'on a envie de voir. Non, je pense pas tout. Enfin, si, dans les grandes lignes, mais dans les grandes lignes. Mais c'est effectivement, si on s'intéresse au sol, en général, c'est pour leur fonctionnalité, les fonctions qu'ils réalisent. Mhm. Donc, ça guide beaucoup l'acquisition des données sur les sols. Du coup, est-ce que ce sont des données différentes que l'on va chercher à Ouais. acquérir selon les contextes? Je pense, en Mhm. partie. Déjà, on peut être intéressé, on peut chercher des variables différentes selon les écosystèmes, selon les milieux, milieu urbain versus milieu forestier, pas forcément les mêmes informations qui sont recherchées. On peut avoir en milieu urbain des questions relatives à l'historique Mhm. d'utilisation des terrains, historique d'utilisation industrielle, par exemple, question qu'on ne se posera pas en milieu forestier, sauf si on sait qu'on est dans une zone, voilà, avec un historique industriel important, mais je crois que Et c'est pourquoi pas. c'est aussi Enfin, important d'avoir le contexte historique? C'est pour éviter des biais statistiques, c'est pour éviter d'aller donner un coup de tarière là où il ne faudrait pas? non, pour moi, bah, alors pour, très concrètement, on peut se poser des questions en milieu urbain de est-ce qu'il y a eu des contaminations liées à des usages D'accord. antérieurs? Mhm. Voilà, question qu'on se posera moins en milieu forestier. Mhm. D'accord. Donc c'est l'exemple qui me vient par rapport aux différences entre les écosystèmes. Mais voilà, en milieu urbain, il n'y a pas que la question de la contamination, il y a plein d'autres variables qui sont tout à fait pertinentes, intéressantes. Et Mhm. puis, je pense que ce ne sont pas forcément les mêmes informations que l'on va rechercher selon la raison pour laquelle on acquiert des données sur les sols. Je pense que, par exemple, à l'échelle locale, un agriculteur
pour être intéressé par des données que l'on a quand on fait par exemple un test à la bêche d'observation du sol. Pourquoi? Parce que ça renseigne sur l'état structural du sol au moment donné, avant le labour, après, enfin voilà, par rapport, s'insérant dans un itinéraire technique. C'est quelque chose qui va varier avec les opérations techniques, alors que si je suis, voilà, je suis dans le cadre d'une opération de surveillance des sols telle que nous le faisons dans notre réseau de mesure de la qualité des sols, donc on est à échelle nationale, on va s'intéresser à des variables, avoir des informations sur ce qui varie à l'échelle pluriannuelle. Et là, le test bêche, non, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, un potentiel de réserve en eau du En eau sol, du sol. oui, une teneur en contaminant, une teneur en carbone organique, voilà. Mais pour moi, on va pas forcément chercher la même chose, oui, selon le contexte, à la fois en termes de finalité, d'échelle spatiale, et puis, oui, finalité, échelle spatiale et écosystème. Est-ce qu'il existe des tableaux de bord d'indicateurs types pour chaque type de sol, pour chaque recherche? Est-ce que la science peut répondre par les indicateurs, les méthodes d'analyse qu'elle a inventées, peut répondre à toutes les demandes, chère Claire? Alors, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses en boutique. Je pense qu'on a un besoin extrêmement important d'organiser cela, de contextualiser cela. Mhm. Des indicateurs, il y en a plein. Alors, INAE a fait une étude qui a été rendue publique il y a à peu près une dizaine de jours, justement, Oui, sur les 50 indicateurs. indicateurs, c'est beaucoup quand même pour s'y retrouver. C'est beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois utiliser les 50 indicateurs. C'était évidemment le panel par rapport à tout ce qui existe, un panel, parce qu'ils se sont dit, bon, là, voilà, ceux-là, on est susceptible de les utiliser dans différents contextes, différentes échelles spatiales. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de choses. Ce qui manque, c'est clairement des référentiels. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une valeur cible, quelque chose d'optimal, on va chercher à viser. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un seuil? En dessous, ça ne va pas. Voilà, Parce que donc il ça, on les faut... a pas, les référentiels, Claire. Non, pas de manière systématique. Non, non, Ah pas ouais. du tout de manière systématique. Mais, Et mais on d'ailleurs, en a c'est une... vraiment besoin. On en a besoin pour que les valeurs que l'on obtient soient légales, correspondent à un règlement. On en a besoin pourquoi? Je Est-ce que pense qu'on c'est en a si nécessaire besoin, que ça? même, oui, je pense que c'est nécessaire d'abord. Parce que soit, si on veut évaluer un sol, la santé des sols, je vais utiliser ce terme, soit on le fait par rapport à une tendance, ça baisse, ça augmente, biodiversité, carbone, soit on le fait par rapport à une référence. J'ai une prairie permanente, voilà, comment je suis par rapport à cette prairie permanente. C'est une référence qu'on considère comme étant positive. Soit on le fait par rapport à des valeurs qui sont données pour le contexte, qui sont considérées comme étant favorables ou défavorables. Donc, je pense que c'est nécessaire. Mais voilà, il y a différentes manières de, voilà, de prononcer un jugement de valeur. Il y a différentes méthodes pour le faire. Mais je pense que c'est nécessaire. Et là, pour moi, il faut qu'on développe D'accord. de telles activités. Et là encore, ce ne sera pas forcément les mêmes valeurs seuil selon les écosystèmes que l'on mettra en place. D'accord. Cher Claire, qu'est-ce que vous répondez à Muriel qui tout à l'heure nous disait il y avait pas d'outils ou peu d'outils opérationnels prenant en compte la qualité des sols lors d'une vente de terre agricole? Ben, je pense que ça n'a pas été mis en musique. Je pense qu'il y a de quoi. Ah oui. On a vraiment de quoi. Mais par contre, on ne l'a pas mis en musique pour cette finalité-là. Alors, il y a une tentative. Par exemple, l'association Terre de Liens a développé un panel d'indicateurs. C'est très, très intéressant comme démarche. Je pense que, voilà, qu'on a à faire, mais je pense on a quand même beaucoup de connaissances et on a un travail extrêmement important de mise en musique, d'organisation de la connaissance pour en sortir des référentiels, des outils selon les contextes. Ce que vous disiez, Muriel, c'est qu'il n'y a pas de boîte Ah, à outils facile à utiliser, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est celle qui permet d'accompagner l'activité opérationnelle. Par contre, peut-être pour nuancer, c'est-à-dire que oui, ça, c'est vrai à l'échelle de, par exemple, de l'agriculteur. Mais par contre, aujourd'hui, les outils qu'on a, et je pense que c'est ce que disait Marlène, qu'on peut exploiter, c'est à l'échelle de la planification. Je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement des connaissances et des manières de valoriser ces connaissances qui font qu'on sait, en matière de planification, éviter les principaux écueils. On connaît
globalement les valeurs agronomiques des terres. Alors, on n'est peut-être pas à l'échelle de la parcelle, mais on commence à être pas mal. On sait identifier par les caractères d'hydromorphie, par exemple, les zones humides à préserver ou à valoriser. Il y a des choses en termes de planification qu'aujourd'hui on sait faire. Et si déjà ça, on le fait, je pense qu'on a fait quand même un bon bout du chemin et qu'on peut continuer à travailler sur la valorisation des autres notions à la parcelle. Mais ça pourrait donner, Muriel, avoir une connaissance plus importante, plus approfondie de la valeur agronomique, ça pourrait conférer une valeur supérieure ou inférieure à un sol. Ça, vous le Mais c'est pensez, les déjà le cas, agriculteurs? ça, Frédéric. Ça, Pardon? c'est déjà le cas. Vous allez pas payer le même prix Certes. un hectare de terre dans la Brie où il y a 20 mètres de limon et des terres de coteaux calcaires où vous allez pouvoir planter guère que de l'herbe. Oui, mais parce qu'on ne mesure qu'une seule fonctionnalité, celle qui pourrait, enfin, Oui. la productivité d'un sol. Oui, c'est vrai. Mais après, comme je le disais, hein, sur Ouais. l'entretien du sol, alors après, c'est peut-être pas les bons indicateurs, on va encore progresser. Et dans les affaires, on croit beaucoup à la multifonctionnalité. Donc, on sait qu'on va pouvoir concilier de l'agriculture et de la production du sol. Juste, il faut qu'on apprenne comment. Mais aujourd'hui, il y a quand même une prise en compte de cet entretien de la valeur du sol dans la manière dont l'agriculteur le gère dans la durée. Alors, il y a un internaute qui vous dit, hein, Philibert Philibert, je ne sais pas si c'est son vrai nom, son vrai prénom, il vous dit, chez nous, il n'y a pas d'études sur la qualité, dans le Calvados, il n'y a pas d'études sur la qualité agronomique, juste le taux de matière organique, gna gna gna, gna gna gna. On n'est pas à 6 000 euros, on est à 25 000 euros l'hectare. Voilà, bon, c'est tout. Je Bah, délivre tant l'info, mieux. vous en faites ce que vous voulez. Pas mal, hein, 25 000 euros. Euh, Juste Marlène Minor, pour oui, pardon. répondre sur les 25 000 euros, oui, on a des zones où on est à ces prix-là. Et peut-être qu'en réalité, il y a le prix du foncier et il y a ce qu'on appelle des fonds agricoles. C'est une manière aussi de rajouter de la valeur au foncier. Et ça, on pourrait y passer la journée, mais on ne va pas le faire. Vous avez dit le fonds ou le foin agricole? Pardon? J'ai pas entendu en fait. Vous avez dit le fond ou le foin agricole? Le Ah, fonds le fond. agricole. En fait, c'est une D'accord. manière de donner une valeur à l'entreprise qui est basée sur le foncier et ça, nous, on peut pas intervenir, on peut pas le réguler et qui fausse un peu la donne. Alors, il y a d'autres questions pour vous, mais on y viendra tout à l'heure. Marlène Minor, comment ce que vous êtes en train de faire, comment dirais-je, c'est adosser donc à la fois le PLUI et le SCOT à des critères de qualité objective des sols, ce qui ne se faisait pas avant. Il y a eu quelques exemples, c'était à Tours, je crois, et à Aubagne. Euh, vous avez procédé comment? Donc, vous avez mis des coups de tarière, vous avez ouvert des fosses pédos partout, vous avez emmené les élus pour leur montrer, voilà, c'est ça que vous allez peut-être demain abîmer. Vous leur avez fait peur avec les sols. Vous avez procédé comment? On leur a fait peur. Non, Ah non, bah je j'espère plaisante. bien. Alors comment on Non, peut non. faire peur à un élu de la République avec les sols? Alors, j'aimerais quand même réagir sur cette question de seuil avant tout. Oui, Moi, je allez-y. trouve Mm. qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir un référentiel parce que les élus, les décideurs en ont besoin. Par contre, je tiens à avoir quand même la plus grande vigilance, puisque tous les territoires, en tout cas ceux qui nous entendent aujourd'hui, savent que leurs territoires ont des particularités. Et je vais parler par Oui, exemple de nos oui, milieux pionniers chez nous, qui sont nos milieux calcicoles et nos milieux silicicoles. Mm. Et je sais que d'accord. la SAFER va pas forcément partager ce que je vais dire, mais je trouve que c'est Allons-y. important à dire. Ces secteurs-là ont actuellement une valeur agronomique quand on prend le potentiel qui est précisé dans les achats fonciers comme pas bonne. Or, Oui, pour on peut moi, faire du mouton, point final, c'est ça. voilà, c'est ça. Or, pour moi, ce sont des milieux qui ont les mêmes valeurs, qui n'ont peut-être pas en même niveau, qui n'ont peut-être pas la même typologie de valeurs, mais qui ont des valeurs qui sont importantes. Car il ne faut pas oublier que le sol doit être vu dans une vision systémique. Ce sont des interactions avec la ressource en eau, avec l'air, avec énormément d'autres paramètres. Et ces milieux-là, qui n'ont actuellement pas de valeur agronomique aux yeux d'une agriculture, de l'agriculture qu'on l'on voit actuellement, je pense que ces milieux doivent retrouver de la valeur. Et effectivement, c'est par une autre vision foncière des choses que l'on doit pousser à réévaluer la valeur foncière des sols et pas seulement sur le potentiel agronomique. Et on le voit actuellement, les potentiels agronomiques sont en train de baisser partout sur les territoires agricoles et parce que ces potentiels agronomiques sont liés à d'autres fonctions écologiques que
n'a pas pris en compte. Et à mon sens, c'est cette vision globale que maintenant les agriculteurs cherchent à avoir parce qu'ils se rendent bien compte que ce sont leurs outils de production et qu'il faut vraiment avoir en tête cette vision systémique. Je m'arrêterai là-dessus. Et concernant le SCOT et notre PLU, donc euh, quand nous avons vu la loi climat et résilience, donc des discussions ont eu lieu avec les élus sur comment s'y prendre. Donc il y a eu des temps d'acculturation, il y a eu des temps de discussion avec nos 71 communes pour savoir effectivement jusqu'où on devait aller. Nous est apparu important, et il est apparu important aux élus que la question de la renaturation des sols, qui est inscrite dans la loi climat résilience, devait être portée. Nous devions identifier nos zones de renaturation potentielles. Et pour cela, nous leur avons proposé vraiment d'étudier les sols. Comme nous avions vu avec eux que c'était une ressource pour eux, ça leur est apparu aussi logique que nous étudions ces sols-là en amont de la révision de nos documents de planification, parce que nous leur avons bien expliqué que ce sont des données qui sont longues à obtenir et que si on voulait une étude qui se tienne et qui soit représentative de notre territoire, il nous fallait un certain temps. C'est pour cela qu'on en a discuté, donc notamment avec Patrick Legoué, qui Mhm. est universitaire et chercheur pédologue à l'Université de Caen, qui nous a accompagnés tout au long de cette démarche-là pour nous aider à obtenir à la fois un référentiel pédologique et ensuite de ce référentiel, pouvoir appliquer la méthode MUSE que le CERIMA et l'ADEME ont développée et qui nous permet d'étudier et d'estimer 4 fonctions. Alors, ce n'est pas toutes les fonctions du sol, hein, mais 4 fonctions. Et comme le disait Claire Chénu tout à l'heure, nous avions un objectif. C'était que ces fonctions-là, on savait qu'elles étaient importantes parce qu'elles nous permettaient d'évaluer grossièrement la fonctionnalité des sols pour ensuite préciser et proposer aux élus quelles seraient les zones de renaturation qui seraient vraiment importantes au regard des fonctions des sols, de Alors, ces 4 retenir les... fonctions, dites-les. Oui. Donc, il y a biodiversité, il y a capacité à retenir le carbone, à retenir l'eau, et la Oui. quatrième, je l'ai perdue. Alors, il y a potentiel agronomique qui, en fait, Voilà. est Ah bah mal voilà. indiqué. C'est biomasse. C'est la fonction biomasse, la création de biomasse. Et Mhm. puis, la dernière fonction que Monsieur Fiquepron parlait tout à l'heure, c'est la régulation de l'eau, avec notamment ce fameux réservoir utile, mais pas que. Et donc, pour chaque fonction, le CEREMA et l'ADEME, dans leur méthode, ont défini différents indicateurs. On parlait d'indicateurs tout à l'heure. Ces indicateurs, nous les avons évalués. Alors, non pas par de la bibliographie. Vraiment, ce qui a, je pense, intéressé les élus, c'est qu'on a créé un référentiel pédologique grâce à Patrick Legoué au 50 millième. Donc, on est Qui sera sorti... sur un des webinaires, hein, Patrick Legoué, qui sera Oui, très présent pendant ces Journées mondiales des sols. tout à fait. Donc, qui nous a sorti de l'utilisation du référentiel normand, qui était au 250 millième, et on a notre propre référentiel, ce qui nous a permis d'utiliser la méthode MUSE avec nos données de terrain. Et c'est vraiment ce qui a plu à nos C'est élus. super. C'est que ça, vraiment, ils ne pouvaient pas dire que ce n'était pas leur commune, leur territoire. Et les agriculteurs, donc on a fait plus de 1000 sondages, plus de 30 fosses. Donc c'est énorme. Donc avec tous les inconvénients que ça peut avoir, hein, je vais pas vous leurrer là-dessus. Moi, je suis dans le pragmatique. On a eu des difficultés, on a dû reporter, on a eu des aléas climatiques, enfin, Mhm, météorologiques. mhm. Bref, on a dû négocier, expliquer aux agriculteurs pour les 30 fosses pédologiques, c'est pas rien, hein, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, hein, donc voilà, bon après on a rebouché bien évidemment, mais en tout cas les 30 agriculteurs que je remercie, s'ils sont présents, merci à eux. Ça nous a permis vraiment d'avoir des données de terrain et vraiment d'avoir notre multifonctionnalité qui va désormais nous aider, pas que pour identifier les zones préférentielles de renaturation, puisqu'on va le voir après, mais on va pouvoir aussi travailler sur notre trajectoire ZAN pour savoir aussi où se trouvent nos puits de carbone, par exemple. Vous Mhm, parliez de stockage de carbone, mais on peut voir aussi si on a des zones qui vont être plus sensibles à l'érosion. Ça va mhm. permettre aussi de faire des choix en matière d'aménagement et en matière aussi de vocation en dehors de l'aménagement, est-ce que l'on veut privilégier l'agriculture et aussi d'aider la profession agricole en disant, bah voilà, notre territoire, par exemple, on sait qu'on a certaines problématiques de ressources en eau et on sait qu'on a des fonctions, des sols qui permettent de développer de nouvelles pratiques agricoles. Par exemple, amener à nouveau de l'élevage, puisqu'on a beaucoup d'élevages qui sont partis. Eh ben Je oui, sais sur que les les milieux conditions sont calcicoles, difficiles. allez, mettez des Oui, moutons. mais pas que. Surtout aussi sur les bons sols pour les élevages de bovins, pour nous aider aussi à protéger la ressource en sol. Et puis pas que, pour aussi améliorer le stockage de carbone, retrouver des prairies. Voilà. Mais alors, je vous sens très enthousiaste et c'est très bien, mais je voudrais éviter Super. l'effet tunnel
Vous comprenez bien. Demain, il y a une sortie hein, sur le terrain, je crois, dans une fosse sur la métropole de Rouen, me dit mon oreillette, Sophie Raous. Voilà, ce qui permettrait aux gens d'aller voir ce que vous avez mis en place. Est-ce que c'est pas un peu très réducteur, subjectif, voire anthropomorphique? Je vous pose la question, Marlène, et à vous, Claire. On résume le sol à tout ce qui nous intéresse. Euh, le côté agriculture, le côté ça va nous éviter peut-être des inondations, le côté ça va nous permettre de bouffer du carbone, le côté voilà, îlot de biodiversité. On ne peut pas juste considérer les sols pour ce qu'ils sont à partir d'indicateurs bêtement scientifiques. Mais c'est ce Claire. qu'ils sont. Ah, pardon. Bah, C'est ce je ne qu'ils sais pas, allez-y, sont Marlène, quand Claire. les fonctions, quand on évalue quand on apprécie, qu'on cherche à évaluer les fonctions des sols, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Et si on cherche à avoir une vision multifonctionnelle, Ouais. qui est d'intérêt pour, je pense, en fait, tous les utilisateurs des sols, tous les gestionnaires des sols, quel que soit l'écosystème, on considère bien le sol dans son ensemble. Mhm. Donc pour moi, le fait de plus en plus de parler en termes de services, Ouais. c'est nécessaire pour faire prendre conscience de l'importance des sols. Donc On a ça, besoin d'être anthropomorphique parce que sinon, ben voilà, on considère que, mais comme d'autres patrimoines naturels, on considère que c'est acquis, qu'il n'y a pas de problème, que ce sera toujours là, que ce sera toujours disponible, on peut y aller. Eh bien non, on en a besoin, on en dépend et donc il faut en prendre soin. Et il faut en prendre soin comme objet naturel, en interface avec l'eau, l'air, la roche, le vivant. Et et c'est avant interface tout pédagogique à vous entendre, Claire. C'est avant tout pédagogique. Pour sensibiliser, vous dites, on a besoin de donner une couleur, une note, une Alors, pour fonctionnalité au moi, sol. c'est pédagogique, mais c'est plus que ça, c'est que ça nous... Alors là, je parle en tant que chercheur, c'est que nous, ça nous interpelle dans, OK, il faut que les connaissances que nous développons, nous arrivions à les mettre au service de réponses opérationnelles. Et pour moi, donc, c'est plus, voilà, c'est que ça mobilise toute une chaîne. Pour moi, c'est aussi une vision qui permet de mobiliser toute une chaîne d'acteurs. C'est pareil dans la forêt, Julien Fiquepron. Les indicateurs, je pense notamment à Hypersol, voilà, c'est avant tout là pour oui, sensibiliser, vulgariser, montrer aux propriétaires forestiers que voilà, le sol, c'est pas juste ce qui tient les racines, c'est aussi bien autre chose. Oui, alors on parle du projet IPR Sol, donc c'était un projet où on a organisé une formation de référence sur des indicateurs de qualité des sols forestiers. Mhm. Donc avec des supports de formation en ligne et des regroupements sur le terrain pour voilà, manipuler ces indicateurs sur le réservoir en eau utilisable, sur la sensibilité des sols au tassement. On parlait tout à l'heure des diagnostics de sol qu'on pouvait faire avant une coupe. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais il y a des diagnostics qui sont possibles. Euh, donc, en particulier, le diagnostic de sensibilité. Alors, j'ai dit des sols, mais en fait, c'est la sensibilité des cloisonnements au tassement. Parce que Ouais. ce qu'on conseille, c'est que les engins ne passent pas partout en forêt, mais qu'ils soient cantonnés sur des axes, donc les cloisonnements. Donc ça, la première action, c'est de définir ces axes, et après, il faut que ces axes restent praticables. Et c'est pour ça qu'on fait des diagnostics, pour pas que ces cloisonnements soient défoncés quand ils sont empruntés dans de mauvaises conditions, et qu'une fois défoncés, on aille à côté et qu'on aille tasser une autre partie de la forêt. Mhm. Donc diagnostic sur le tassement Mhm. qu'on peut faire soit au niveau de la sensibilité potentielle, soit également sur la sensibilité réelle. On va joindre une notion d'humidité du sol au moment où l'engin va passer. Donc ça, c'est les deux premiers diagnostics. Et ensuite, on ajoute aussi un diagnostic sur la sensibilité des sols à l'érosion. Et le dernier consiste à la sensibilité des sols à l'exportation de rémanents. Donc là, C'est-à-dire, expliquez-nous ça. donc les rémanents, traditionnellement, c'est ce qui reste sur le parterre de coupe une fois qu'on a fait la coupe. Et qu'en en principe, on doit laisser pour pas que le sol soit tout vide, hein, sans matière organique.
Voilà, et donc parce que plus les éléments sont fins, plus ils sont riches en éléments minéraux. Donc, les petites branches, les feuilles, c'est là où il y a l'essentiel des réserves en éléments Mhm. minéraux. Et donc, ce qui traditionnellement restait sur place peut être amené à être exporté dans des coupes de type bois énergie où il peut y avoir des exportations d'arbres entiers où donc là, voilà, le tronc, mais aussi les branches et parfois aussi le feuillage peuvent être exportés de la parcelle. Et ça peut être une grosse contrainte euh, au niveau de la fertilité des sols forestiers parce que les sols forestiers, c'est une super, enfin même l'écosystème forestier, c'est une Mhm. super usine à recyclage des éléments minéraux. Et si on sort une grosse partie des éléments minéraux du système, on risque de tout déséquilibrer, surtout sur des sols pauvres, quoi. D'accord. Mais vous avez peut-être pas assez insisté sur un point, hypersol ou hypersol. Je ne sais pas comment vous dites, hyper ou On hyper, était à hyper. IPR sol. Hypersol, c'est avant tout former des comment on appelle ça, des références, c'est ça, sur la qualité des sols, qui vont ensuite prêcher la bonne parole sur l'ensemble des forêts françaises privées. Voilà, alors, il y a le public pour les référents euh, sur les indicateurs de qualité des sols forestiers était assez divers. Donc, il y avait des collègues du Centre national de la propriété forestière. Il y avait aussi des collègues de coopératives forestières qui y assistaient. Des collègues aussi au niveau du label PEFC, donc Oui. certification de la gestion durable des forêts. Euh, alors, on était aussi accompagné par l'ONF aussi dans cette formation. Donc, le public était assez divers. Il y a aussi on va dire, des pédologues qui faisaient aussi partie du, du- du- du système. Et donc là, oui, l'objectif, c'est d'avoir des référents, alors ils sont à peu près répartis, enfin, ils sont répartis sur à peu près tout le territoire français. On a intérêt à augmenter la densité, mais ce sont des points relais pour après sensibiliser les acteurs forestiers donc, sur l'utilité de ces indicateurs, donc auprès de propriétaires, auprès de gestionnaires, auprès d'entrepreneurs de travaux forestiers. D'accord. Il y a une quarantaine de références, c'est ça, en Voilà. France? OK. Et Qui grâce sont, au plan oui, d'action sol forestier, donc, qui va être mis en œuvre à partir de l'année prochaine, on a une piste pour continuer cette action-là sur le développement d'un réseau de référents sur les indicateurs. d'accord. Muriel Gozal, je vous sens, Au je vous vois taquet, plus là. Ouais, au ouais, taquet comme d'habitude. allez-y. Je suis sûr que Euh, vous avez des trucs à je- dire sur ce que vous a lancé, ouais, j'ai ce toujours sur des que vous a trucs à lancé dire. Marlène. Alors oui, exactement, je voulais réagir. Marlène, on est parfaitement d'accord. Il n'y a aucun sujet. D'ailleurs, rappelez que je crois que la SAFER travaille avec vous sur vos travaux de référentiel. Euh, la valeur d'un sol, elle est bien sûr très au-delà de l'agronomique. Après, je prenais l'exemple de la définition Bien du sûr. prix du sol qui se fait avec une différenciation du potentiel agronomique. Mais rappelez qu'en plus, le potentiel agronomique, et vous l'avez dit Marlène, c'est pas le même selon ce qu'on veut faire. Si je veux faire des céréales ou si je veux faire de la vigne, bah, c'est pas le même sol. Essayez de faire du blé sur des coteaux à vigne, vous allez rigoler 2 minutes. Donc, bien sûr qu'on est mais complètement d'accord là-dessus. Et on a tous les quatre parlé de multifonctionnalité. J'en suis mais ravie parce que on pense vraiment. Alors après, il faut mesurer. Nous, les SAFER, on est des opérationnels. On n'a pas la connaissance que peut avoir Claire. On n'a pas la finesse que vous Aussi, pouvez avoir derrière. aussi. Mais nous, on pense qu'on peut multiplier les hectares, qu'il est tout à fait possible, Marlène, vous l'avez dit, de protéger l'environnement en faisant de l'élevage et voire même d'améliorer l'environnement en faisant de l'élevage, Mhm. qu'il est tout à fait possible de concilier plusieurs vocations sur un même foncier. Et ça va nous permettre de multiplier les hectares. Mm. Alors j'aime bien l'expression, on est d'accord que c'est un peu un concept, mais et c'est vraiment important parce que si on n'est pas dans cette dynamique-là, on va pas y arriver. Parce que Claire l'a dit, il faut qu'on voit à quoi veut servir un hectare, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va préserver. Mais il faut se dire une chose, c'est que l'agriculture, on en a besoin. Mhm. Moi, je mange 3 fois par jour. Je sais pas vous, mais moi, perso, j'aime bien ça. On en a besoin et fatalement, ça dégrade les sols.
Enfin, ça dégrade, ça change Non, les sols. non, ça change. Excuse-moi, dégradation, c'est pas bon, mais on va changer la vie d'un sol, on va changer des choses. Attendez, attendez, Et je laisse Claire jusqu'où vous on répondre. accepte de. Je laisse Claire vous Oui, répondre et je vous oui, repasse mais la parole, Muriel. je suis Claire. pas d'accord que fatalement ça dégrade un sol. Non, non, non. Il y a bien des pratiques agricoles, des systèmes de culture. Donc il y a pas un sol, il y en a plein de différents qui permettent de maintenir la santé d'un sol qui a une qualité donnée. Donc non, non, les agriculteurs, heureusement, dans bien des cas, entretiennent leur sol, le valorisent et ne le dégradent pas. Excusez-moi, alors vous avez raison, pour faire du buzz, j'ai pas D'accord, utilisé le bon mot. Je parlais pas de dégradation, je parlais de changement. d'accord. Effectivement, OK, entre le oui, sol oui. naturel d'avant Hmm. l'agriculture et le sol d'aujourd'hui, on peut pas avoir la même chose. Mais merci beaucoup, parce que du coup, on va complètement dans le même sol, dans le même sens. Et le Et dans lapsus le même révélateur. sol. D'accord. Excellent. On va complètement dans le même sens. C'est-à-dire que effectivement, l'agriculture n'est pas l'ennemi des sols. Pas du tout. Hmm. Bon, ça a pu l'être quand même. Hein. Je ne sais pas Non, si dans la Beauce, on n'a quand même pas dégradé les sols à un moment ou un autre. mais il y a bien des régions où on a dégradé les sols et on a derrière des siècles d'agriculture, Mm. mais on peut faire de l'agriculture en Ça, c'est maintenant, sûr. voire en améliorant la Mhm. santé des sols. Mais Muriel, vous parlez de multifonctionnalité, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'objet même de l'agriculture? On demande aux agriculteurs d'abord de produire de la nourriture. Si en plus, il faut qu'ils tiennent compte du bilan carbone, du bilan eau, du bilan biodiversité de leur sol, eux, ils ne sont pas payés pour ça. Déjà qu'ils sont mal payés pour ce qu'ils produisent. Hmm. Est-ce que la multifonctionnalité des sols ne met pas le doigt sur toutes les contradictions de la société finalement? On vous demande de Hmm. produire, mais de tout faire, et puis tout ça pour pas Hmm. cher. Hmm. Hmm. Voilà, est-ce que c'est pas le reflet de quelque chose de compliqué, presque de la crise agricole finalement? Et est-ce qu'on ne va pas la renforcer? Voilà, vous agriculteurs, voilà vos sols, on peut en faire plein de choses, vous devez tout entretenir, mais comment on fait? Et surtout à ce prix-là. Là, vous avez mis le doigt dessus. Après, le vrai sujet, c'est que, euh, Claire l'a dit, on peut avoir différents objectifs et différentes manières de regarder, de mesurer, d'évaluer. Il faut juste être un peu clair sur ce qu'on veut. Frédéric, si on veut effectivement mettre l'accent sur la production, ce qu'on a fait après-guerre, et on a très bien réussi, hein, la France n'était pas autonome en termes C'est sûr. d'alimentation. Maintenant, on est exportateur. Donc ça, on a réussi, on sait le faire. Claire le dit, aujourd'hui, l'agriculture, c'est pas l'ennemi des sols. On peut faire les deux. Par contre, il faut être clair, il faut effectivement avoir un modèle économique qui va fonctionner et il faut avoir de la donnée. Et on en parlait tout à l'heure, des référentiels, des choses qui soient un petit peu pragmatiques. Les chambres le font tous les jours, d'accompagner les agriculteurs pour prendre en compte un certain nombre de panels et les concilier. On en est tous capables. Il faut effectivement, par contre, que le modèle économique soit soutenable. Ouais, ça, c'est sûr. Julien Fiquepron, on se pose la même question en forêt. La multifonctionnalité de la forêt, elle doit être là pour produire, pour entretenir la biodiversité, pour entretenir une ambiance forestière atténuateur du changement climatique, pour pomper de l'eau et la filtrer. La question est un peu la même que celle pour le monde agricole. Finalement, on demande aux forestiers d'entretenir beaucoup de services, à la fois d'ordre privé, puis d'ordre d'intérêt général sur l'eau, la biodiversité, sur le carbone. Est-ce que mieux connaître les sols, mieux connaître leur fonctionnalité ne va pas rendre complexe, ardu, difficile le travail du forestier? Vous avez 4 heures. Donc, je pense que la connaissance, ce sera jamais notre ami au niveau des sols. Mieux les forestiers connaîtront leurs sols, plus ils pourront adapter finement leur gestion. Et je pense que c'est plutôt voilà, c'est un horizon qui est plutôt positif de pouvoir améliorer notre connaissance sur les sols pour pouvoir déjà adapter quelles essences on va choisir. Et puis après, en termes de services et en termes de menaces aussi, c'est aussi utile de progresser. Il y a des enjeux en termes d'érosion, par exemple. Si le forestier se retrouve avec les horizons les plus fertiles qui se retrouvent en bas de la pente, c'est pas une bonne chose. Donc, euh, alors avec des enjeux aussi plutôt au niveau de la desserte, là on va pas être vraiment dans la parcelle forestière, mais des enjeux érosion sur la manière dont il va organiser ses infrastructures de dessert. Donc il y a
des connaissances importantes à pouvoir mobiliser pour pouvoir continuer à assurer une gestion durable de sa forêt. Après, on va dire que le problème du forestier sur les services écosystémiques, parce qu'on les a un petit peu touchés du doigt Mhm. avec la filtration de l'eau, la séquestration du carbone, c'est que il a plutôt tendance à faire pas trop mal en règle générale et que c'est pas l'interlocuteur privilégié pour mettre en place des actions de type paiement pour services environnementaux. On a essayé de travailler, et on travaille toujours sur Ouais. la protection des eaux en forêt. Mhm. Et comme grosso modo, les eaux sont plutôt de bonne qualité en moyenne en forêt, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont prêts à aller travailler pour faire le petit geste plus qu'on peut faire en forêt pour encore faire mieux, quoi. Mhm. Marlène Minor, j'en viens aux villes, j'en reviens à Rouen. Ce que vous avez mis en place, c'est alors, le maire de Rouen, les élus de Rouen, de la métropole, le président de la métropole, pardon, aujourd'hui ne peuvent plus décider de quoi que ce soit sans avoir fait référence à cette carte que vous avez mise en place, sans avoir fait référence d'une façon ou d'une autre à des critères de qualité objective des sols. On est bien d'accord. C'est ça le but. Alors, ne peuvent plus faire une décision politique, elle Oui. se prend par compromis aussi avec toutes les autres politiques. Donc, moi, j'aimerais plutôt dire que c'est un document qui va être important pour les décisions de nos élus métropolitains et qui va permettre que nos élus puissent croiser cette donnée qui est importante avec aussi les autres politiques publiques que nous portons pour réaliser les choix de moindre impact. On peut parler aussi d'évaluation environnementale à ce moment-là. Ouais. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir le moindre impact. Et même, là, j'écoutais Julien tout à l'heure, mais je pense que c'est une nécessité désormais. Nous sommes tous confrontés au changement climatique et on ne Mhm. doit pas se leurrer là-dessus. Et effectivement, nous allons devoir subir les atteintes. Nous parlions d'érosion tout à l'heure. Même si on a la meilleure gestion du monde, on va devoir subir des phénomènes extrêmes qui vont se multiplier. Donc, les sols et la connaissance des sols, tout comme on l'a fait pour la ressource en eau, hein, dans les années 2000, quand la directive cadre sur l'eau est arrivée, c'était Mhm. également le grand boom. On se demandait Mhm. pourquoi aussi on devait connaître l'eau, mais ça nous permet. Alors moi, je vais faire une distinction entre les fonctions écologiques et les services écosystémiques. Ces ressources réalisent des fonctions. Ces fonctions nous permettent d'obtenir nos services dont nous avons besoin pour que nos populations vivent. Et il ne faut pas se tromper, il faut que nous connaissions, et à mon sens, les territoires ont également l'opportunité, comme elles le peuvent, hein, avec les moyens, parce que c'est des questions de moyens qui sont derrière à chaque fois. On l'a vu pour les agriculteurs et pour les forestiers, mais à mon sens, les territoires ont un rôle important de coordonnateur à jouer. En montrant les données qu'ils peuvent mobiliser sur leur territoire en matière de sol et pour donner aussi les ambitions et les trajectoires, c'est bien ce que nous demande dans les documents de planification, c'est la trajectoire pour nos territoires. Et dans ces trajectoires-là, il y a aussi les trajectoires de ce que l'on souhaite pour les politiques en matière de forêt ou en matière d'agriculture, entre autres, mais pas que. Donc, à mon sens, c'est vraiment important. Il ne faut pas se leurrer. Cette connaissance, qu'elle soit partielle ou fine, on en a besoin. D'accord. Oui, on a besoin, ça fait longtemps qu'on le dit, vous le faites et vous n'êtes quand même pas nombreux à le faire. Vous, métropole, collectivité, globalement, les PLU, les SCOT tiennent pas plus compte que ça des sols. Détrompez-vous, on en a Hum. encore reparlé hier à la Fédération des Scots où on avait un webinaire là-dessus. Ouais. De plus en plus de Scots, alors ne vont pas faire exactement l'étude que nous avons menée, puisque c'est une question de moyens, je le rappelle, mais vont et se mobilisent actuellement pour réaliser des études pour la connaissance des sols ou pour estimer la fonctionnalité des sols. On parlait hier de la métropole Savoie. Il sera présent, hein, représenté le 4 ou le 5 décembre, je ne sais plus, sur une Voilà, table ronde. la CA de Châteauroux aussi avait expérimenté la méthode Muse, Nantes l'a fait, et partout, on a des établissements de coopération intercommunale qui se mobilisent pour justement améliorer cela et pour rentrer dans leur trajectoire ZAN, mais aussi pour indiquer ce qu'elles veulent comme trajectoire pour le futur, pour 2050, pour rentrer dans une adaptation au changement climatique, parce on va tous être confrontés à ces éléments-là.
On aura aussi le maire de Ris-Orangis, son 4e webinaire, hein, qui est un exemple, mais il reste quand même rare. En tout cas, ça progresse, c'est sûr. Est-ce que une meilleure connaissance des sols, telle que vous l'avez obtenue, Marlène Minoreno, est-ce que ça permet de dégager de nouvelles surfaces à l'urbanisation? En vous Euh, disant, bah tiens, finalement, là, l'espace que je pensais être agricole par habitude, bah finalement, il vaut pas un clou, donc allez hop, j'y mets un parking, un centre commercial. Ce qui alors peut non. permettre de faire adhérer plein d'élus anti-ZAN aux ZAN. Alors, peut-être sur d'autres territoires, mais là, je regarde à nouveau ma carte, hein, je l'ai devant les yeux, hein, de la multifonctionnalité. Non, par contre, ça nous permet, et notamment pour la question de l'agriculture, grâce à Patrick Legoué qui vous le présentera après, mais de vraiment de pouvoir avoir différents scénarios sur les types de pratiques agricoles qu'on pourra avoir sur un secteur et de pouvoir donner à voir aussi aux différents représentants dont on parlait de la Chambre de l'agriculture, à Terre de Liens, etc., et à l'agriculteur, de pouvoir aussi l'accompagner s'il souhaite développer de nouvelles pratiques. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut aussi être pour l'élu communal de lui dire, bah voilà, votre zone à urbaniser, AUOPLUI, elle a une fonction importante, par exemple pour le stockage de carbone. On a des élus qui sont de plus en plus inquiets sur ce stockage de carbone-là. Ils savent de plus en plus que c'est très facile de détruire un puits de carbone. Ça met pas beaucoup de temps, un coup de pelle et puis c'est bon. Mais par contre, ça met des décennies, voire même un siècle, pour obtenir un stockage de carbone optimal. Donc, désormais, on a aussi des élus qui commencent à se poser ces réflexions-là et qui ont besoin de ces arbitrages-là pour savoir les zones qu'ils vont garder et les zones qu'ils peuvent détruire. Et en milieu urbain, Mhm, c'est la question aussi de savoir quelles sont la qualité de nos sols. On en parlait tout à l'heure, mais ça, ouais, c'est important parce qu'ils savent et ils sont confrontés aux îlots de chaleur de plus en plus mhm, avec les phénomènes extrêmes que nous avons eus ces dernières années. Et ils veulent vraiment avoir les moyens, par la connaissance des sols, de pouvoir savoir où ils vont pouvoir, par exemple, créer des îlots de fraîcheur ou où ils vont pouvoir faire de l'infiltration des sols. Parce qu'on voit, on parlait de mhm, l'érosion, mais tout mhm. simplement, le ruissellement est un gros problème pour tous les territoires urbains. D'accord. Ce qui fait que, comment dirais-je, oui, cette carte, cette méthodologie facilite la désartificialisation. Le terme est difficile à dire, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, Et c'est ce que d'accord. les élus attendent et notamment, ils souhaitent désormais qu'on travaille sur des... En fait, cette carte, c'est plutôt comme une boîte à outils que l'on peut utiliser de différentes façons suivant les objectifs que l'élu va pouvoir avoir. Et on va pouvoir l'accompagner grâce à ces éléments de fonction écologique. Et en fonction de ça, effectivement, on va pouvoir lui permettre de voir s'il veut augmenter telle ou telle fonction ou la totalité, donc la multifonctionnalité. Et ça, c'est important. Ça va lui permettre aussi de faire des choix sur les secteurs en renouvellement urbain. On parlait du ZAN, donc de faire la ville sur la ville. La vraie question que l'on va avoir, c'est comment faire ce renouvellement urbain et comment densifier. Et ça, c'est la grande question de nos élus, comment densifier sans que ça devienne invivable. Parce qu'on ne Mhm, va pas pouvoir densifier à outrance. Il va falloir que l'on garde aussi des îlots de fraîcheur, pas seulement pour abaisser la température, mais aussi pour permettre aussi aux habitants d'avoir un cadre, une aménité importante pour eux et pour la santé de ces populations. mhm. Question que se posent toutes les villes, enfin, en tout cas beaucoup de villes. J'ai vu ça à Besançon récemment. Tout à fait. Mais justement, Marlène, question courte, réponse courte. Voilà, vous parlez des sols de manière transversale. Est-ce que c'est pas compliqué dans un pays où tout le monde travaille en silo, chacun dans son domaine, la voirie d'un côté, l'eau de l'autre, l'assainissement encore à part? Et je pose la question à tous, hein, est-ce qu'il y a une difficulté, est-ce qu'il y a des freins à l'acquisition de données sur les sols? Parce que c'est un sujet transversal qui concerne tout le monde, mais tout le monde est voilà, dans son couloir de nage, dans son service privé ou public. Marlène, vous avez fait comment, vous? Alors non, c'est pas difficile pour acquérir la donnée parce que nous, on a fait le tour de nos directions Ok. en amont pour savoir, pour cibler quelles étaient les connaissances dont on avait besoin. Les sols sont apparus pour beaucoup de nos directions importantes, pour la trajectoire ZAN, mais également pour leur politique publique. Donc, Bon, il y mais a- tout a l'air idéal à la métropole de Rouen, non, donc non, ça non, doit mais il y bien avait un être un doute consensus quand même. là-dessus. Non, non, mais attendez, C'est je sûr. vais redescendre. Il y a eu un Allez-y. consensus sur l'acquisition. Après, c'est de savoir ce qu'on en fait.
Et le problème actuellement de nos territoires, c'est pas les acquisitions de données quand on est de bonne volonté tous, c'est de savoir de se mettre en musique quand on a un projet d'aménagement. Bah, c'était ma question en fait. Comment Et vous ben mettez voilà, tout donc le je vous monde autour de réponds la non table? pour. Ben vous m'avez posé l'acquisition pour l'acquisition des données. Je vous Mhm. réponds non, c'est pas difficile quand on a les moyens financiers, parce qu'il faut pas se leurrer, si on n'a pas les moyens financiers, on ne fait rien du Mhm. tout. Et par contre, pour leur utilisation, c'est de garder cette façon de travailler en systémique au sein de nos directions qui est compliquée au jour le jour, parce qu'on est tous pris par nos propres Donc politiques. Et c'est là concrètement, où c'est vous faites quoi? compliqué. Vous obligez les gens à se réunir et à parler des sols, à partager leurs données, leurs observations sur le terrain. Vous, la voirie, vous avez vu quoi dans cette rue-là? Ce terrain-là, on vient de faire une étude, vous en pensez quoi? Enfin, comment vous faites concrètement? Alors, on a des groupes de travail où on poste ce que l'on fait au niveau de nos directions. On a des canaux où on va poster. Et puis directement, bah, c'est la création de réseaux. En fait, D'accord. pour ça, il faut se parler assez régulièrement entre nos directions. Mhm. Muriel Gauzal, on se parle au sein de l'AFN SAFER, c'est bon. Le sol est vraiment un sujet transversal, la multifonctionnalité, la directive 4 qui va arriver, tout ça, vous en parlez, vous êtes pas en silo. Alors, par définition, les affaires, on n'est pas en silo puisque notre boulot, c'est de faire se parler les acteurs du territoire. Donc, ça, Pardon. ça nous intéresse forcément. Après, je le disais en introduction, c'est vrai que sur l'appréhension sol, euh, nous, on regarde ce que construit la science. On attend d'avoir des directives peut-être un peu plus opérationnelles et claires. J'ai bien entendu que vous aviez cette ambition-là. Par contre, ce qu'on veut voir aujourd'hui, et on a lancé une étude avec des étudiants de Sciences Po, on voudrait comprendre cette cartographie des... Alors eux, ils appellent ça des controverses, mais je pense que c'est leur terme d'étude. Comprendre qui attend quoi sur les sols, quelles sont les visions de chacun pour justement nous faire notre boulot de rassembler et de mettre d'accord. Et sur l'acquisition de la donnée, bah, effectivement, le nerf de la guerre va être financier. On Ouais. sait aujourd'hui travailler au 50 millième, Merlène l'a dit, il y a des... En Affaires de Normandie, par exemple, on travaille sur une cartographie au 50 millième à l'échelle de la région. Par contre, ça a un prix. On va parler de, je crois que c'est 12 000 sondages par département. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu financier et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qui et pourquoi va consacrer cet argent-là à ce sujet-là. Mais compte tenu du prix de vente des terres, effectivement, à 6 000 euros l'hectare, si on a ne serait-ce que 500 000 euros d'analyse sur un sol, oui, ça commence à faire cher. Donc le frein, il est avant tout financier à augmenter le nombre d'analyses et à affiner les diagnostics sol, Muriel. Oui, concrètement, pour nous, ça va être ça, en tout cas en termes de valorisation agricole du foncier, parce qu'il n'y a pas que cet enjeu-là, bien entendu. Bien. Julien Fiquepron, sur quel levier vous agissez pour... Enfin non, je vais parler des freins plutôt. Quel frein y a-t-il à l'acquisition de... Pardon, à l'acquisition de données sur les sols en milieu forestier? Déjà, est-ce que tout le monde parle le même langage à propos des sols ou chacun met le sol à sa porte? Est-ce qu'il y a une vision transversale des choses? Alors, sur les sols, enfin, les freins, ça va être déjà la compétence des opérateurs. Donc, c'est pour ça qu'on développe des actions de Ouais, formation et de sensibilisation. Euh, et puis après, ça va être le coût. Le coût en temps pour aller les décrire, et puis parfois du matériel pour aller ouvrir une fosse. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans un jeu d'équilibre entre la qualité de la donnée qu'on va acquérir sur le terrain et puis ce qu'elle va nous coûter. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on privilégie des approches avec des données dites parcimonieuses. Par exemple, c'est-à-dire, pour apprécier la texture de la terre fine en forêt, on fait quasiment jamais une analyse de terre qu'on envoie au labo pour avoir la granulométrie, pourcentage de sable, limon, argile. On a des triangles de texture que l'on utilise pour lesquels il y a des classes de texture qui sont enseignées et où on peut apprécier de manière tactile la taille des éléments qui constituent le sol pour dire bah là on est plutôt sur un sol sableux, limoneux, argileux.
Donc là, il y a eu un travail de simplification qui a été fait récemment pour travailler sur un triangle de texture à 5 classes où c'est quand même plus facile de se repérer, où on a un pôle argile lourde, argileux, limoneux, sableux, et puis un pôle équilibré au milieu. Et ça, je pense que c'est un moyen aussi, cette simplification, ça permet aussi de plus facilement parler à un plus grand nombre de personnes et ça évite un peu ces freins, parce que c'est une discipline complexe, les sols, et on peut facilement passer à côté. Et quand on a des outils un petit peu plus simples, eh ben, ça permet de s'y mettre. Et puis un peu la nouveauté qu'on a sur Hein. les aspects sols maintenant, c'est qu'on a des outils d'aide à la décision qui peuvent être portés par des applications mobiles. Vraiment celle de l'ONF, là, j'ai perdu son nom. Alors, il y a une application qui s'appelle Foreval qui a Voilà, été c'est ça. développée Merci. par INRAE et ONF. Et donc, l'intérêt, c'est que les diagnostics que l'on va faire, on peut en garder une trace personnelle et aussi envoyer ces données dans des bases de données comme Donsol. Et donc, ça permet aussi d'enrichir la connaissance de la collectivité. Au niveau CNPF, on a développé un outil d'aide à la décision par rapport au changement climatique qui s'appelle BioClimSol. Ouais. Il y a des modèles de niche climatique et il y a aussi des modèles de dépérissement. Et donc, pour ça, pour se positionner là-dedans, on fait des diagnostics. Et dans le diagnostic, il y a un diagnostic sol. Et ce diagnostic sol peut aussi être remonté et enrichir notre connaissance globale. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. C'est que souvent, on avait tendance à faire des diagnostics très ponctuels qui allaient servir au moment donné du chantier de un tel, de un tel ou de un tel. Et maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir un peu capitaliser sur ces connaissances-là et que ça puisse resservir après à d'autres personnes. Ou est-ce que ça coûte cher de faire des. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il y a un frein financier à faire des analyses de sol forestier, comme Muriel l'a évoqué? Il y a un frein Alors, financier à en faire dans le monde agricole. Alors, une vraie analyse de sol qu'on envoie au laboratoire, oui, c'est compliqué parce que déjà, il faut savoir quoi demander dans l'analyse de sol. Donc, Certes. il y a encore il y a encore un problème de compétence et un problème aussi d'après, d'interprétation. Enfin, une analyse pour une analyse, ça ne va pas servir à grand-chose. Bon, Donc, vous c'est n'avez pas pour ça. donné de prix là, c'est cher, je ne me rends pas compte. Et qui supporte le prix? C'est le propriétaire? C'est vous l'aidez? C'est des coopératives? C'est quoi? Alors, grosso modo, on ne le fait pas. Ces Ok, analyses, enfin, en gestion courante, on n'envoie pas des échantillons à analyser. C'est pour ça qu'on a développé des indicateurs pour apprécier la fertilité biologique. C'est aussi lié à la fertilité chimique, mais il y a des indicateurs sur la forme d'humus, où on va voir un petit peu comment la matière organique est recyclée dans le sol, à quelle vitesse ça se bon, vous voulez recycle. pas me répondre si c'est cher ou pas, en fait. C'est le temps, en fait, c'est le temps qu'on va mettre pour aller décrire le sol. C'est ça qui va compter, quoi. D'accord, ok. Euh, on est sur de l'appréciation qu'on peut faire, enfin, on a privilégié des méthodes de qualification des sols qu'on peut faire directement sur le terrain. D'accord. Après, peut venir avec sa petite fiole d'acide chlorhydrique, voir si ça mousse et s'il y a du calcaire dans le sol, ça coûte rien, quoi. C'est le temps de se déplacer et le temps de décrire qui compte, quoi. D'accord. L'acide chlorhydrique et la moutarde pour les vers de terre, bonjour. Hein. Non, c'est tout. J'étais en train d'imaginer le pauvre ver de terre sous l'acide chlorhydrique, déjà qu'on l'a soumis à la moutarde. Marlène Mineur, vous parliez d'argent tout à l'heure, hein, ça coûte si cher que ça pour Une une petite- collectivité de systématiser les études de sol? Oui, c'est un coût lorsqu'on C'est-à-dire combien? regarde. Bah, pour nous, l'étude de sol, c'était plus de 100 000 euros. Ah oui, Donc, quand même. oui, c'est un coût important. Et encore, nous sommes une métropole avec des moyens plus importants. Et je me rends compte, oui, pour les petites intercommunalités ou pour les communes qui souhaiteraient le faire, c'est un coût. Alors, c'est proportionnel, bien sûr, au nombre de sondages. On a fait plus de 1000 sondages, plus de 30 fausses. Donc, effectivement, ça donne un nombre de jours de terrain pour les deux pédologues qui nous ont assistés important. Et ensuite, il y a tout le temps d'analyse qui n'est pas à négliger. Nous demandions, en plus d'un référentiel, l'étude de la multifonctionnalité Muse avec une méthode qui est quand même complexe, qui est robuste et longue, avec de nombreux échanges, notamment sur la partie milieu urbain. Parce que pour Mhm. la partie, enfin, Patrick l'expliquera, mais pour la partie milieu urbain, c'est un petit peu plus compliqué que cela, puisque on défriche un peu la notion de fonction des sols en milieu urbain. C'est
vraiment particulier. Donc, c'était plus un test et de l'expérimentation. Et l'expérimentation, bah, ça prend du temps. Mhm. Et ce temps, bah, c'est normal, hein. Les pédologues Le qui temps, nous c'est ont de aidés, l'argent. Patrick, bah, voilà, c'est de l'argent. Et l'étude, Muriel le disait tout à l'heure, hein, la SAFER qui a accompagné dans le cadre de l'association Vigisol cette étude-là, elle le sait, ça demande un investissement. Et je remercie chacun qui a pu collaborer à cela. Mais voilà, c'est un investissement, il faut le prévoir. Et ça demande à chaque fois, et encore je le redis, de l'anticipation. D'accord. Effectivement, ça Je demande du me temps. permets du coup de Oui, compléter. Muriel. Effectivement, la SAFER de Normandie a financé une partie des travaux à Rouen qui ont été financés en grande majorité par la métropole, bien sûr. Et je parlais des cartes au 50 millième qui sont réalisées, par exemple, en Normandie. Ça, c'est financé intégralement par la SAFER À aujourd'hui. SAFER, par la SAFER Normandie, en effet. J'ai une petite question pour vous tous là. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs, je vous signale que vous êtes encore plus nombreux qu'au début. Ce qui est bon signe quand même, hein. On arrive à Mm. la fin de ce webinaire avec un sujet qui est en apparence compliqué, mais qui n'est que complexe. Spectateur anonyme s'appelle-t-il ou elle? L'inconvénient des méthodes qui se basent sur une échelle trop large est de ne pas prendre en considération le travail de l'agriculteur qui a pu permettre l'amélioration ou parfois la dégradation des sols, taux de matière organique, pH, etc. Il faudrait donc, selon moi, ou selon moi, une méthode une méthode d'harmonisation qui permet de qualifier les sols à l'échelle d'une parcelle avec l'ensemble des indicateurs qui sont connus en incluant une vision écosystémique et pas uniquement sur le quantitatif. C'est le bel objectif. Mais ça n'est qu'un objectif. Vous voulez dire, c'est voilà, c'est un idéal, c'est le Saint Graal. Non, non, c'est pas un idéal, c'est faisable. C'est C'est vrai? faisable, oui. Et Comment? puis, et puis j'ai envie de dire, enfin, je l'ai dit, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles pour lesquels le besoin est surtout de développer des référentiels. Et les référentiels, c'est pas là, pour cette utilisation-là, c'est évidemment pas à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, hein. C'est vraiment dans un contexte pédoclimatique. Mais j'ai envie aussi de dire, il n'y a pas rien, il y a des, effectivement, de disponibles aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des entreprises dont le boulot est de faire des évaluations de la santé, de la qualité des sols pour des prestataires qui peuvent être des agriculteurs, des forestiers, et qui associent des mesures, des analyses à du conseil du conseil, il y a une véritable évaluation. Donc, il n'y a pas rien, il y a même il y a des professionnels dans ce domaine. Mais je suis bien d'accord, oui, pour moi, c'est faisable. Euh, on a la matière, c'est dit beaucoup de la mise en musique. D'accord. Cette question, en fait, venait de Jérôme Pinault de la société Atlas. Je sais qui est le spectateur anonyme maintenant, qui en fait ne veut plus le rester anonyme. J'avais une question bébête, je vous la pose comme ça. Il y a 15 jours, j'ai animé un débat entre l'ESA et l'organisme, le CIPEL, qui gère les eaux du lac Léman. La question était, est-ce qu'on peut mieux gouverner l'eau à partir d'images satellites? Je vous pose la question, est-ce que l'image satellite, est-ce que ce que l'on vend aujourd'hui de plus en plus dans le monde agricole, je me souviens d'un autre colloque AgroParisTech, où on vend de l'image satellite, de l'acquisition d'images en direct au sein du tracteur, qui est censé, selon certaines startups, tout résoudre, donner une image des besoins des plantes, de l'état du sol en direct. Voilà, est-ce que le satellite peut permettre, oui, d'avoir au moins une indication globale sur la qualité des sols, sur ses éventuelles fonctionnalités? Moi, je, D'accord, là je Alors, fais je ne un sais pas qui build. Non, commence. moi, Non, 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 je veux non. bien. Moi, je Après, pense je qu'il faut continue. rester quand même très pragmatique, hein. Je réagis, je complète ce que Claire disait tout à l'heure. On a déjà les collectivités, on a déjà beaucoup de données qu'on peut utiliser à la parcelle. On a les trames vertes et bleues pour la partie biodiversité. Ouais. Il y a de plus en plus d'atlas de la biodiversité communale pour tout ce qui est biodive, avec les analyses de sol que tout le monde est en train de concaténer, et puis avec les études multifonctionnalités qui vont avoir lieu, on peut les appliquer
également, c'est des faisceaux de présomption qui peuvent être intéressants. On n'est pas, l'agriculteur, il n'est pas obligé à nouveau de payer pour avoir à nouveau des données plus précises. On a déjà peut-être pas des données à la parcelle, mais est-ce qu'il en a besoin de ces données à la parcelle-là? Ne peut-il pas aussi utiliser les données que les collectivités ont engrangées et pour aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, le métier d'agriculteur, il est sous-payé. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi ce que la plus-value que les collectivités ont apporté. C'est des aides auprès des agriculteurs. Et à mon sens, pour avoir une vision écosystémique et systémique, il n'y a pas besoin de faire non plus de prélèvements que ça à la parcelle si Ok, l'agriculteur n'en a pas les moyens. ok. Le satellite, l'intelligence artificielle, ça revient comme le chou dans les colloques aujourd'hui, Claire. Non, mais c'est précieux. Ça permet d'avoir énormément de données. Et puis, ça permet d'avoir des données à l'échelle enfin, voilà, d'un territoire, d'une surface, donc d'interpoler, d'interpoler. Mais par exemple, on ne mesurera pas une teneur en carbone des sols avec de l'image satellitale. On aura une information D'accord. qui renseignera, ça permettra, là encore, d'interpoler, mais on ne mesurera surtout pas des stocks de carbone, ce qui est parfois vendu. C'est une information de surface. Voilà. Mais on aurait tort de se priver de cette information. Très bien. Et il faut améliorer le traitement du signal donc pour améliorer cette information. Mais ce sera en complément et pour bien des choses, ça ne remplacera jamais la mesure de terrain. Et de toute façon, il faut calibrer avec de la mesure de terrain. On est bien d'accord. Muriel Gozal, je vous laisse avec Julien Fiquepro. Bon, non, à tous. Un petit mot de la fin pour chacun. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez un partenariat avec l'Institut de la transition foncière, Muriel? Non, Pardon, j'entends pas. non. Non, eh ben voilà, la réponse est là. Votre mot de la fin, cher Muriel. Et pourquoi moi? Euh, rebondir peut-être quand même sur la dernière question sur l'utilisation de l'agriculture de précision. Ouais. Oui, il faut pas la vendre pour ce qu'elle n'est pas, et ça, Mmh, ça a été mmh. très bien dit. Après, c'est quand même un progrès, c'est-à-dire que Ouais. Oui, de pouvoir oui, accompagner l'agriculteur oui. à prendre en compte, à intégrer un maximum de données pour adapter sa pratique, il faut pas jeter le bébé à l'eau du bain, c'est plutôt un progrès intéressant. Après, il faut pas le vendre pour ce que ça n'est pas. Donc, en conclusion, l'acquisition de données, nous, on y est très intéressé, bien entendu. Aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle de la planification, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent et qui avance. L'expérimentation sur Rouen le démontre, hein, on peut aller même assez loin sur ces schémas-là. Par contre, plus de prudence à l'échelle de la parcelle, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le modèle économique et derrière, justement, l'adaptation des pratiques, c'est pas encore prêt. Oui, et puis je me souviens de ce colloque AgroParisTech sur l'acquisition de données par satellite, l'intelligence artificielle, la robotique. C'est un coût énorme hein, pour les agriculteurs. Julien Fiquepron, votre petit mot de la fin. Et ben, le petit mot de la fin, ça va être en lien avec le sujet du webinaire, tant qu'à faire. Donc, on est sur pourquoi acquérir des données sur les sols, donc en forêt et pour d'autres aussi contextes, mais on fait face à des menaces importantes en lien avec le changement climatique et qui ont des répercussions fortes parce que nous, les cycles de production en forêt, ça nous engage sur des durées très, très importantes. Et donc, pourquoi acquérir des données sur les sols? Justement, pour mieux s'adapter au changement climatique, donc investir dans la connaissance des sols et investir dans la protection des sols, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas en forêt directement jouer à l'échelle du propriétaire sur le climat qu'il va faire sur sa forêt. Par contre, savoir ce qu'il a sous les pieds et en prendre soin, ça c'est de sa responsabilité. Et au niveau CNPF, on aide les propriétaires à mieux tenir compte de leur sol. Merci Marlène, 30 secondes, hein, parce que je vous connais. Hein. Mais je vais dire que je suis d'accord avec Julien et Muriel et que, voilà, c'est clair, et que le mot d'ordre, en tout cas pour les territoires, c'est il faut anticiper cette connaissance si on veut l'utiliser à bon escient. Claire, il ne faut jamais oublier le rôle de la science, des chercheurs dans tout ça. Concluez-nous ce webinaire, ma chère Claire. Voilà, ça va être difficile. Dans la query des données sol, là, c'était très intéressant. On a vu qu'on en a besoin dans différents contextes pour des usages différents. Donc, ce ne sera pas les mêmes données forcément, la même manière de les acquérir forcément, que ce soit gestionnaire forestier, agricole, urbain à l'échelle locale, une collectivité, opération d'aménagement, l'État, protéger ce patrimoine commun, mettre en œuvre des politiques publiques, et puis même le chercheur hein, qui veut comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Donc, on en a besoin
besoins de différentes manières. Ensuite, il faut les partager, les mettre à disposition, etc. Et j'ai envie de dire, je terminerai en disant, on ne peut protéger que ce que l'on connaît. C'est vrai, on peut protéger, on ne peut aimer que ce que l'on connaît, On ne peut effectivement. bien prendre soin, alors peut-être que plus protéger, il faudrait dire prendre soin que de ce que l'on connaît. Que de ce que l'on sait nommer aussi. Oui. Je ne vais pas vous citer Camus, je ne vais pas vous citer Hubert Oui. Reeves, justement, qui disait là Ah où oui. quelque chose comme la société fout le camp dès lors qu'on ne sait plus donner un nom à un arbre ou à un oiseau. Ah, Il n'a pas tout à fait tort. D'ailleurs, il y a oui, il n'a une pas quête en tort. ce moment pour payer la statue à l'effigie d'Hubert Reeves, hein, qui sera Ah normalement oui. érigée dans le petit jardin qui est en face de la maison qu'il occupait. C'est l'association Humanité et Biodiversité qui a besoin d'argent, mesdames, messieurs. Donnez vos sous, faites comme moi, pour que Hubert ait sa statue à Paris. Anne Hidalgo a donné son accord, c'est déjà pas si mal. Merci à toutes, mesdames, messieurs, Merci. pour ce débat. Chère Marlène, vous l'avez cité à plusieurs reprises, Patrick Legoué sera présent dans le prochain webinaire à 11 heures, donc un webinaire consacré cette fois-ci à comment obtenir les données sur les sols avec du Patrick Legoué dedans. Merci à vous. Je vais essayer de régler mon problème de toux et de gorge d'ici 27 minutes. À tout à l'heure. À bientôt.